Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Télécréole, les experts juridiques, c'est maintenant, vous faites le téléphone 02 62 566 566 pour vos questions, c'est le générique. Je ne parlerai qu'en présence de mes avocats, s'il vous plaît, ce soir Linda Limossim. Bonsoir. Bonsoir. Également Jean-Jacques Morel, bonsoir. Bonsoir. Eh ben écoutez, nous sommes réunis ici, voilà, 3 sur le plateau, plus les téléspectateurs et le coup de téléphone, 02 62 566 566, vous connaissez le numéro, eh bien vous n'hésitez pas, on aura le plaisir de vous répondre. Entre-temps, avant de commencer, c'est vrai que selon notre vie, on a besoin d'un avocat, d'accord? Alors, juste une chose, il y a des avocats qui sont spécialisés, d'autres qui sont généralistes. Est-ce que les honoraires seront plus élevés chez les avocats spécialistes que chez les avocats généralistes? Pas forcément. Pas forcément. Non, tout dépend de l'avocat. D'accord. Tout dépend de l'avocat, tout dépend du dossier, tout dépend de l'affaire, tout dépend du client. En fait, les critères pour fixer les honoraires sont très nombreux. Par exemple, ça peut peut-être choquer, mais un avocat peut demander plus cher à un client qui est plus fortuné pour une même prestation. Ah bon? Ouais. Comment, Et c'est écrit noir sur blanc dans les règles professionnelles. On peut faire évoluer, demander moins cher à quelqu'un qui a moins de moyens, je sais pas, pour un divorce, pour un bornage. Peut-être parce que la somme économisée, entre guillemets, est peut-être plus importante, donc il y a un pourcentage peut-être pris dessus. On estime que l'avocat doit tenir compte à un devoir d'humanité vis-à-vis de celui qui est plus faible, qui a moins de moyens, qui va donc payer une somme plus réduite que quelqu'un qui a des moyens plus importants, alors que le travail est le même. Donc il y a une certaine originalité. Alors, quant aux spécialités, bon, c'est quelque chose de très particulier. Il n'y a pas beaucoup d'avocats spécialistes en fait, si ce n'est dans les grandes villes en France, Lyon, Paris, Marseille, par exemple à La Réunion, il n'y en a pas. D'accord. Dire qu'un tous avocat, généralistes? Alors, généraliste, mais avec ce qu'on appelle des activités dominantes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cabinets qui font beaucoup de choses, mais plus particulièrement 2 ou 3 matières. Mais à La Réunion, dire qu'un avocat est spécialiste, moi par exemple, je connais bien le droit de la presse. J'en fais un peu, mais je ne suis pas un spécialiste. À Paris, moi j'ai un confrère qui est un ami qui ne fait que du droit de la presse. Mais ça n'existe pas ailleurs. D'accord. Je veux dire, La Réunion, c'est un barreau de province et on n'a pas la clientèle pour ne pratiquer qu'une seule matière. Et alors, comment on sait, alors dans les grandes villes métropoles, mais bon, plus précisément ici, comment on peut s'orienter vers le bon avocat? Comment on peut s'orienter? Parce que selon l'affaire, selon cette chose-là, est-ce qu'il y a des avocats qui disent « Ah là, non, excusez-moi, c'est pas pour moi, c'est pas forcément trop complexe, je dirais qu'à la j'ai limite, pas envie. C'est un avocat quelconque qui est le mieux placé pour dire quel avocat est le mieux à même de traiter le dossier. » Donc on vient vous voir, vous dites « Non, par contre, allez voir Maître Limossim parce que sauf qu'il faut avoir cette capacité économique. Ou l'inverse, mais bien sûr. Je ne ferai pas trop le droit de la presse. Il faut cette capacité économique de refuser des dossiers. Donc comme c'est une profession qui est très dégradée, avec des conditions d'exercice de plus en plus difficiles, l'avocat n'a pas les moyens forcément de refuser un client, et même si ce n'est pas une matière qu'il affectionne particulièrement, il a besoin de vivre, il a besoin de travailler, il a besoin de faire courir la marine militari, donc il va accepter le dossier. D'accord. Donc il y a cette contrainte-là qui est tout à fait réelle, et qui fait que ce n'est pas l'avocat qui choisit le client, mais c'est le client qui choisit l'avocat. Eh bien écoutez, on va voir maintenant si vous allez choisir la question qui est directement au standard. Non mais c'est très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Donc on va connaître la question maintenant. On va peut-être l'apprendre, on va peut-être l'orienter vers quelqu'un, on ne sait pas. Eh bien écoutez, bonsoir, on vous écoute. Vous avez fait le 02 62 566 566. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, on écoute votre question avec Maître Morel et Maître Limossim. Alors, je suis Thierry, je suis à côté de Marseille, là. Ah oui? Voilà, j'aimerais poser une question par rapport au droit de la famille. D'accord. Voilà, donc j'ai l'intention de venir à La Réunion avec mon fils, il a 7 ans, pour les vacances du mois de juillet. Et j'aimerais savoir s'il faut que j'ai l'autorisation de la mère. Oui, bonsoir Thierry qui nous appelle de Marseille, à côté de Marseille. Au plus cher. Donc c'est très bien. Merci de nous appeler déjà parce que l'autre jour, on a appris que Télécréole en fait était diffusé sur certaines chaînes en métropole. Voilà, mais chez Free, vous êtes un abonné de chez Free? Pas de publicité. Voilà, c'est ça, oui. Hein?
Oui, c'est ça. C'est ça, et c'est le canal, il faut quand même bien le dire, hein, et donc le canal est le 474. 474, oui. C'est ça. Eh bien, écoutez, voilà, donc on est vu en métropole. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Alors, nous allons vous... Je vous regarde tous les jours. Hein. Tous les jours. Mais c'est comme si vous habitiez ici, en fait. Voilà, les reportages. Et votre émission aussi, bien sûr. Merci beaucoup, c'est très très bien. Écoutez, merci pour votre fidélité en métropole. Maître Limosim. Thierry, ce que je voudrais vous demander, c'est que quand vous dites que vous voulez venir au mois de juillet de cette année avec votre fils à La Réunion, est-ce qu'il faut demander l'autorisation à la maman? Ça veut dire que vous êtes séparés ou divorcés séparés. Alors, je ne sais pas si votre séparation a été réglementée par un jugement de séparation ou bien vous êtes tout simplement dans une séparation de fait, c'est-à-dire sans jugement. Sans jugement, oui. Sans jugement. Alors, sans jugement, écoutez, c'est un peu comme on veut. Puisque vous n'avez pas de jugement qui réglemente. Néanmoins, il y a quand même une courtoisie à avoir, parce que ce sont quand même des relations cordiales que vous devez toujours entretenir avec la maman de votre enfant. C'est de prévenir suffisamment en avance que vous allez venir à La Réunion avec cet enfant, parce que, bon, là, on n'est pas à l'étranger, vous n'avez pas besoin de prendre le passeport, mais néanmoins, il faudra prévenir suffisamment tôt pour qu'elle s'organise. Maintenant, si vous étiez par exemple dans une situation qui avait été réglementée, régie dans le cadre d'un jugement de séparation, comme c'est votre cas, c'est le jugement qui souvent prévoit les conditions de droit de visite et d'hébergement du papa, enfin de vous là, en l'occurrence. Et là, ça aurait été peut-être, ça aurait pu être réglementé. Mais là, en ce moment, vous n'êtes pas dans une situation qui a été réglementée par un jugement. Rien ne s'oppose, à mon sens, à ce que vous veniez, bien sûr, avec votre enfant à La Réunion, mais encore une fois, il faut entretenir de bonnes relations avec votre conjoint. Par conséquent, prévenir suffisamment tôt, un SMS, un coup de fil, un mail, en tous les cas, laissez quand même une trace écrite. Laissez quand même une trace écrite, c'est ce que je vous recommande. Voilà. Merci beaucoup. Et merci encore de votre appel. Écoutez, merci de votre appel. Et quel temps il fait à Marseille pendant qu'on vous tient? Là, il fait un beau soleil. Il doit faire dans les 15-16 degrés, voilà. Est-ce que la Sardine... soleil, sans vent, sans pluie. Bon, ça, c'est très très bien. Est-ce que le port de Marseille est toujours bouché à cause de la sardine? Comment? Est-ce que le port est toujours bouché à cause de la sardine? Non, mais c'est pas souvent au port là-bas, donc... Bon, d'accord, voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de votre appel. Et puis, écoutez, bonnes vacances à La Réunion au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est ça, oui. Ça marche. Nartrouve, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir, merci encore. On continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, l'émission Les Experts, on vous écoute. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Votre question? J'ai accouché le 27 janvier. Félicitations. Et le bébé était décédé. Et la mort a fait une erreur. Ils ont brûlé le corps du bébé sans mon accord. Et au jour d'aujourd'hui, personne ne peut me donner des réponses. Ah. Et j'ai envoyé une lettre avec accusé de réception au procureur. Mais il n'a aucune réponse. On voudrait savoir c'est quoi il faut faire. Ah, ok, très bien. Écoutez, madame, bonsoir. Maître Morel. Votre situation est difficile. D'abord, sur le plan, j'allais dire, sur le plan de l'émotion, ça doit être terrible pour vous et on partage la douleur qui doit être la vôtre. Sur le plan judiciaire, c'est compliqué aussi parce que on ne peut même pas faire ce qu'on appelle une recherche des causes de la mort, ce qui est une demande qui peut être faite effectivement au procureur de la République, mais qui se fait à travers une autopsie. Mais m'avait demandé une autopsie. Alors, vous l'avez demandé juste après votre accouchement? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est pas normal. Et à mon avis, le procureur de la République va vous répondre. Mais au-delà, je pense qu'il y a peut-être une possibilité d'engager la responsabilité civile de l'hôpital ou de la clinique, voire éventuellement, je ne sais pas si c'est un médecin qui a pris cette décision, en tout cas au moins de l'administration de l'hôpital ou de la clinique où vous avez accouché. Mais il n'y a personne qui peut donner des réponses, quoi que ce soit, personne ne peut. Oui, je comprends. C'est pas normal du tout. Donc, vous avez écrit au procureur de la République il y a combien de temps?
Mercredi dernier. Oui, alors bien sûr, le procureur, il va vous répondre, mais il faut compter plusieurs semaines. Hein. Je dirais un minimum de 6 à 8 semaines pour que votre dossier soit traité et qu'il vous réponde. Hein. Sachez aussi qu'il existe au plan national une commission qui s'appelle la commission de conciliation pour les victimes en matière médicale. On trouve sur Internet l'adresse. Hein. Cette commission de conciliation, vous pouvez lui écrire. Hein, et elle va vous aider à constituer un dossier si elle estime votre réclamation fondée, pour vous aider à formuler une demande vis-à-vis de l'hôpital ou de la clinique. Donc ça, vous pouvez chercher sur Internet. C'est une commission qui a été créée par l'État. Comme c'est très compliqué toujours les accidents thérapeutiques ou un problème comme le vôtre, où il y a peut-être eu un manquement, une faute et une anomalie dans le traitement de ce qui s'est passé. Donc il y a eu un drame. On peut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que si on va procéder immédiatement à une crémation avant même d'avoir pu essayer de comprendre ce qui se passe, ça me paraît fautif. Donc vous voyez, il y a deux pistes. Hein. Le procureur de la République, vous avez bien fait. Hein. Et deuxièmement, saisir la commission de conciliation des victimes d'accidents médicaux. Donc saisir la commission de conciliation. Voilà. Et par un simple courrier recommandé. Et pour le procureur de la République, ça peut demander 3 à 4 semaines ou un peu plus. Il faut du temps parce que le procureur, les services du procureur, ils sont débordés. Il n'y a pas suffisamment de magistrats parce que la justice est pauvre en France. Et donc le procureur, qui est assisté par d'autres magistrats, des vice-procureurs, des substituts, ils traitent au fur et à mesure. Donc si vous avez écrit il y a une semaine, c'est pas possible d'avoir une réponse. Hein. Vous aurez une réponse si les choses se passent normalement, mais au bout de plusieurs semaines. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse par le procureur de la République via le courrier de la dame ? On peut imaginer que le procureur de la République déclenche une enquête préliminaire pour entendre le ou les personnes qui, à l'hôpital ou à la clinique, ont décidé de faire cette crémation sans même de chercher, apparemment, moi je suis très, très prudent, mais sans même chercher à comprendre ce qui s'était passé. Ça peut être assimilé à une destruction de preuves ou à quelqu'un qui chercherait à brouiller les pistes. Et là, en ce moment, ils n'arrêtent pas de m'appeler pour dire il faut venir récupérer le cœur, le poumon, l'intestin pour aller enterrer alors. Mais alors je comprends pas, donc il n'y a pas eu de crémation alors ? Non, ils ont déjà brûlé le petit corps du bébé. Oui. Je ne sais pas depuis quand, mais il dit que le médecin légiste avait prélevé le cœur, le poumon, l'intestin, et s'il veut, il faut venir récupérer et après aller enterrer après s'il veut. Écoutez madame, moi dans le doute pour le moment je ne ferai pas de démarche. Attendez, saisissez éventuellement la commission de conciliation, vous trouvez l'adresse sur Internet qui pourra peut-être vous conseiller, et attendez que le procureur de la République vous réponde. Je ne dis pas qu'il y aura de miracle, parce que ça me paraît compliqué de comprendre, à savoir ce qui s'est passé. Alors, il vous est possible aussi. Est-ce que vous avez interrogé officiellement l'hôpital par écrit pour demander, pardon ? On a déjà rencontré 2 directrices. Deux directrices. 2 directrices, d'accord. Un directrice de la morgue et la directrice de l'hôpital même. D'accord. Eux-mêmes, elle dit qu'elle est en train de faire une enquête, mais jusqu'à maintenant, il ne répond pas. Alors, ne vous contentez pas de l'entretien que vous avez eu, parce que comme on dit, les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Faites un écrit recommandé, une lettre recommandée à la directrice que vous avez rencontrée, en lui disant « Madame, c'est très gentil de m'avoir consacré du temps, mais aujourd'hui, je souhaite avoir des explications écrites sur ce qui s'est passé. Vous avez déclenché une enquête. Quelles sont les conclusions de cette enquête ?» Donc, faites cette démarche aussi. D'accord. Je dis bien par lettre recommandée avec accusé de réception. D'accord. D'accord ? Voilà. Voilà, bon courage, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de votre appel, bon courage, merci beaucoup madame. Merci, on continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, moi je voudrais poser une question. J'ai reçu une lettre du tribunal de grande instance. Parce qu'il y a eu un jugement du 18 novembre dernier. Comme quoi, la maison, j'ai bien reçu la lettre là, qui dit que il faut
procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ma mère, là. Mais il y a un frère, il dit que la maison est à lui, étant donné qu'il a acheté 2 parts dans cette maison. Mais on est à 6. J'ai déjà donné un état hypothécaire de la parcelle, avec tous les noms des héritiers et tout. Il n'a pas de, l'acte de propriété à son nom. Et avec la lettre, là, on m'a envoyé devant le notaire. Et le notaire me dit, monsieur, il ne peut rien faire pour le moment, étant donné que l'autre ne veut pas signer pour faire le partage et la liquidation. Et maintenant, on me renvoie devant l'avocat. Et l'avocat de notre frère, ils n'ont pas de papier, de preuve, ils n'ont rien. Et maintenant, on me repousse encore, ils font toujours appel. Mais du moment, je voulais savoir, étant donné qu'il y a eu un jugement du tribunal, pourquoi on me renvoie toujours, ils font toujours appel? Mais les appels, de toute manière, c'est limité aussi. On ne peut pas faire 15 fois appel, c'est une seule fois appel. Voilà, parce que normalement, ça a été jugé le 18 novembre dernier. On m'a envoyé devant le notaire pour faire la vente, liquidation et partage de la succession de ma mère. Et on me dit, la fois il ne veut pas signer, il veut la maison pour lui. Il ne peut pas avoir la maison, étant donné qu'il n'a pas l'acte de propriété. Il y a l'état hypothécaire de la parcelle que j'ai fourni avec tous les noms des héritiers. Je ne comprends pas. Après, parce que l'avocat de mon frère, lui, il fait toujours appel. Comment on fait appel? À un moment donné, il faut conclure, je pense. Ah bah oui, c'est un peu comme tout. Hein. Oui, bonsoir, Maître monsieur. Limossim. Donc, pour résumer, moi, je comprends que vous avez une procédure... Voilà, merci. Pour résumer, moi, je comprends, monsieur, que vous avez une procédure, vous avez un avocat, normalement, vous avez un avocat pour ce genre de procédure, et que vous êtes arrivé jusqu'à d'abord une étape d'un jugement qui constate un désaccord avec un frère parmi tous vos frères-sœurs. Et ce jugement de novembre 2015 vous renvoie devant le notaire pour tenter de trouver un accord. Et devant le notaire, apparemment, si j'ai bien compris, il n'y a pas non plus d'accord. Parce que, notamment, ce frère, et accompagné de son avocat, ne donne pas les documents qui confirment et qui justifient ce qu'il dit. Moi, j'ai déjà donné l'état. Voilà. Voilà. On l'a compris, monsieur, on a compris. Maître Limossim remet tout dans l'ordre, là, oui. J'essaye de me remettre dans l'ordre parce que vous avez dit beaucoup de choses. Moi, ce que je pense au niveau procédure, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes au stade du notaire. Et le notaire, si, à un moment donné, il n'a pas les documents suffisants pour aller, par exemple, dans le sens de votre frère, à un moment donné, vous savez, il va vous convoquer. Vous convoquez votre frère et tous les autres frères et sœurs pour dire, écoutez, voilà, la situation est la suivante. Ou bien on arrive à trouver un accord, ou bien on n'arrive pas à trouver un accord. Parce que certains d'entre eux qui revendiquent des choses n'ont pas les preuves. Alors là, l'étape suivante, normalement, que le notaire va faire, c'est qu'il doit, quand il constate qu'il n'y a pas d'accord possible sur un partage amiable de la situation de succession, c'est qu'il va dresser ce qu'on appelle, nous, un procès-verbal de difficulté ou de carence, qui vous permettra donc à votre avocat de repartir devant le juge, c'est-à-dire devant le tribunal de grande instance, dans une deuxième étape, en quelque sorte, de la procédure, pour maintenant trouver une solution. Donc c'est là, avec votre avocat, qu'il faudra discuter avec lui pour voir exactement à quelle situation d'étape vous êtes dans la procédure, parce que maintenant, quand il n'y a pas d'accord, en résumé, monsieur, il faut comprendre que quand il n'y a pas d'accord amiable, il y a en revanche une solution judiciaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, votre frère, il ne pourra plus de façon indéfinie continuer à faire appel, ça c'est pas possible. Et par rapport à ce que j'ai compris ce que vous m'avez dit, moi je pense qu'il faut vraiment discuter avec votre avocat, repartir devant le juge, et là c'est malheureusement pour vous une seconde étape nécessaire de la procédure qu'il faut quand même engager, c'est de la procédure, et trouver une solution judiciaire en l'absence de solution amiable devant le notaire. Voilà. Mais vous n'êtes pas encore arrivé au bout de votre procédure. Voilà, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est la seule solution. En revanche... Là, en ce moment, il loue la maison
Et tous les héritiers, ils n'ont rien, ils prennent tout le... Ça, c'est pas un problème. loyer. Ça, c'est pas un problème, ça, Voilà, monsieur. hein. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, votre frère, c'est pas un problème, ça, monsieur, qu'il profite des loyers de la maison. Parce que, ensuite, comme a dû vous expliquer le notaire ou votre avocat, tout ce qu'il va percevoir, tout ce qu'il perçoit, va rentrer ensuite dans un compte. Et ce compte sera partagé entre tout le monde. C'est pas parce que c'est atteint, lui par exemple, il a encaissé tout seul. Monsieur, qu'il ne laissez devra finir pas- Maître Limossim, s'il vous plaît. qu'il ne 30 devra secondes. pas rembourser. Il devra rembourser ensuite à la succession aux autres héritiers, monsieur. Ne vous inquiétez pas sur ce sujet. D'accord. Voilà. Ben, Bon. je vous remercie. Il n'y a pas de Merci. quoi, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir. Très très bonne soirée. Merci de votre appel. On est en simultané sur Créole FM et sur Télé Créole. Eh bien écoutez, on nous entend et on nous voit au 02 62 566 566. On attend votre prochaine question. Elle est là. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, excusez-moi, je vous appelle parce que c'est la première fois que je suis sur la Réunion, enfin du moins je suis réunionnais, et éventuellement je voulais poser des questions. Bon, je ne sais pas si le sujet que je vous posez c'est valable ou pas, quoi. Bon, on va voir. Oui, c'est-à-dire que bon, moi je viens d'arriver à la Réunion parce que je suis malade, ça fait bientôt plus de 3 ans. Et j'ai mon épouse qui actuellement, elle est en métropole, mais moi j'ai été voir les médecins et tout, comme de quoi je suis malade. On m'a fait des comment dirais des certificats de médical pour aller en métropole, mais son patron, elle n'admet pas, il me dit, il veut pas la licencier. Qu'est-ce qu'elle doit faire sur la métropole pour qu'elle puisse rentrer dans des papiers légaux pour venir sur la Réunion? D'accord. Ah. Voilà, donc ce serait Parce un que j'ai rapatriement, personne à ce serait qui un contacter, quoi. Ce serait un rapatriement, oui, et puis expliquer pourquoi elle va quitter son travail pour pouvoir certainement aussi avoir une aide, pour pouvoir venir ici, pour être auprès de vous. Voilà, parce que moi je suis tout seul, c'est-à-dire moi j'ai fait 37 ans et demi en métropole et malheureusement j'ai eu une grave maladie et là je me retrouve tout seul et elle voudrait venir avec moi pour occuper de moi, quoi, Bien parce sûr. que je suis tout seul dans une maison, quoi. Alors, ça, Maître Alors, Morel. moi, monsieur, moi je comprends votre problème humain, Oui. mais en revanche, sur le plan juridique, je crains de vous décevoir. Je m'explique. Sur le plan humain, c'est bien évident que si vous êtes tout seul ici et qu'en plus vous êtes malade, la maladie c'est dur à supporter, donc il est souhaitable qu'elle soit à vos côtés. En revanche, sur le plan du droit du travail, puisque c'est la question que vous me posez, si j'ai bien compris, elle a un emploi en métropole Oui. et elle souhaiterait vous rejoindre à la Réunion Oui. et elle s'interroge pour savoir comment ça peut se passer par rapport à son employeur. C'est ça la question. Voilà. Bon, j'ai bien compris. La réponse, elle est un petit peu crue. À part la démission, je vois pas trop ce qu'elle peut faire. Ou alors, si son employeur accepte de faire un départ négocié, donc un départ transactionnel, si vous voulez, qui est possible aujourd'hui sous l'égide de l'inspection du travail, Oui. qui lui permettrait de partir sans être vraiment licencié, mais avec une rupture d'accord partie, ce qui lui permettrait de percevoir les indemnités de la CEDIC, les indemnités chômage. Voilà. Ça, c'est possible, mais il faut être deux. Hein, c'est un départ négocié qui se fait avec un accord de l'employeur et du salarié qui demande cette rupture négociée, Oui. avec d'ailleurs un contrôle de l'inspection du travail. Oui. Bien. Donc, c'est les deux solutions. Et on m'avait dit, parce mais je veux que, dire, bon, je termine. C'est parce que là, moi je viens d'arriver de la métropole, ma moto, parce que j'étais la voir chez tous mes petits-enfants. Et elle là-bas, écoute, elle m'avait dit, elle va faire. Si vous voulez, on a déjà démissionné de la maison en métropole. Et là, actuellement, elle a prévenu ce patron, elle a déjà fait de lettre avec accusé de récession, comme de quoi elle arrête, mais son patron lui-même l'avait dit en métropole, c'est mieux qu'elle fait abandonnement de poste. Mais c'est-à-dire, elle a démissionné alors? C'est-à-dire, elle a démissionné. Est-ce que abandon de poste, est-ce que ça se passe Non, attendez. Attendez, oui, là, il y a une précision quand même à avoir. là. C'est pas pareil. Soit effectivement, on vous dit qu'elle a démissionné, c'est son droit, et l'employeur ne peut rien dire, mais en même temps, votre épouse n'a droit à rien si elle démissionne. D'accord? Si ce n'est. Abandon de poste, elle n'a droit à rien? Non, c'est pas pareil là. Là, on parle de démission. Non, mais on lui avait dit, moi j'avoue parce qu'elle est en métro, moi je suis à La Réunion. On lui avait dit surtout ne fais jamais de lettre de démission. Ce qu'elle peut faire, c'est que. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pas la même chose. Soit elle fait une lettre de démission, elle s'en va, mais elle n'a droit à rien. Soit elle ne vient plus travailler, ça peut être effectivement une solution, ce qui obligerait son employeur à la licencier. Voilà, et on a Bon, licencié, alors, attendez. Elle va avoir un
une indemnité. Alors, elle a droit à une indemnité, sauf que ça sera un licenciement qui est pour faute, puisque ne pas bien travailler, c'est une faute. Oui. Et elle aura droit à des indemnités qui sont limitées. Oui. Parce que le licenciement, il est fondé. Donc, elle n'aura pas le droit, par exemple, à ce qu'on appelle devant les conseils des prud'hommes une indemnité pour licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse. Oui. Elle aura droit à des indemnités très limitées, style indemnité de congé payé, indemnité légale de licenciement. Donc, c'est très, très limité. Mais elle aura droit à quelques indemnités et surtout... Et surtout, voilà, c'est ce que j'allais dire, elle aura droit aux indemnités ascédiques, puisque... Voilà, bon, c'est tout parce que voilà. avec les blabla qu'on entend en métropole... Voilà, mais si vous bloquez, hein. j'ai bien compris, si elle ne veut pas démissionner parce qu'elle a droit à rien, si l'employeur ne veut pas faire un départ négocié qui lui donnerait droit aux indemnités ascédiques, le mieux, effectivement, c'est de obliger l'employeur à licencier votre dame pour faute, et là, à minima, elle n'aura pas des indemnités délirantes, mais elle aura droit aux indemnités que lui serviront l'État à travers Pôle emploi. Ah oui, d'accord, parce que j'allais dire là, parce que là, elle a déposé, enfin, elle n'a pas déposé, moi je sais qu'elle m'a dit, parce que nous, on a liquidé l'appartement là-bas, elle m'a dit le 31 mars, chez son patron, elle a dit, vous faites abandon de poste. Mais elle me dit, en abandon de poste, son patron, il peut l'embêter, 2 mois, 3 mois. Il peut l'embêter, il peut la licencier, à pas la licencier, je ne vois pas trop comment il peut l'embêter, il va pas venir lui courir après, il va pas venir à la chasse à son employé pour lui demander de réintégrer. Oui. Mais il peut la licencier pour faute. La faute étant précisément l'abandon de poste. Voilà, l'abandon de poste, ça veut dire, bon, excuse-moi, je répète la même chose. Pour l'abandon de poste, ça veut dire que, bon, elle va attendre, mais elle aura le droit à ses ACD pour venir sur la réunion. Forcément, puisque le fait qu'elle n'occupe plus son poste va amener à son licenciement. Oui. Et le fait qu'elle soit licenciée, un licenciement donne droit aux indemnités qui sont servies par l'État pour les gens qui deviennent chômeurs. Mais monsieur... De toute façon, elle va recevoir des lettres recommandées. Est-ce que c'est sûr que le licenciement, je ne vais pas entrer... J'ai pas compris, monsieur. C'est les lettres recommandées, il va en passer combien? 1, 2, 3? Non. En principe, il y a une lettre de recommandée pour vous convoquer un entretien préalable, pour vous demander des explications, et que vous veniez ou que vous ne veniez pas, cette lettre recommandée est suivie dans le délai d'1 mois d'une lettre de licenciement. Après, c'est fini. Ah bah d'accord. Il n'y en a que 2. Mais attention quand même, prenez conscience que les indemnités ne seront pas non plus extraordinaires. Non, mais on est d'accord. Non, mais c'est bon, monsieur, il n'y a pas de souci. Moi, quand je suis tombé malade, j'ai fait plus de 30, je sais pas combien d'années dans les transports là-bas, c'est m'arrivé, bon, moi j'ai pu faire un arrangement avec le patron, il m'a envoyé, voilà, elle c'est pareil, parce qu'elle, si on rend compte, elle pensait qu'elle touchait dans, je dis non, ça se passe pas comme ça. Là, je sais ce que je fais faire, abandonne poste, moi j'ai dit ça, mais elle croit trop au monde en métropole. Ah, d'accord. Bon, écoutez, vous avez récolté la réponse de Jean-Jacques Morel par rapport à votre question. J'espère qu'on a eu la possibilité de vous répondre. D'accord. Très bonne soirée, monsieur. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonsoir, merci, monsieur. Très bonne soirée. Merci. On continue au standard. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je voudrais poser une question, moi. Oui. Sur un terrain que mes parents avaient vendu il y a plus de 15 ans. Parce qu'elle devait vendre un particulier, mais la mairie avait mis une présomption dessus pour le terrain. Donc, elle n'a pas eu beaucoup de sous pour plus de 700 mètres carrés de terrain. Et pendant 15 ans, plus de 15 ans, le locataire, la personne qui a loué son terrain, est toujours dessus. Et apparemment, c'est la mairie qui perçoit le loyer. Et normalement, c'était pour faire une route. Ça n'a jamais été fait. Je voudrais savoir quelle est la démarche que je dois faire. Maître Limosim. Oui, bonsoir madame. Donc c'est une histoire qui s'est passée il y a 15 ans. Votre maman qui a fait l'objet d'une préemption de son terrain de 700 mètres carrés. Elle est décédée, hein? Elle est décédée. Donc vous êtes une héritière, c'est ça? Oui. Là, on vient d'apprendre que la personne qu'elle louait la maison, le terrain avec, est toujours sur le terrain, dont elle percevait avant une location avec cette personne-là, un loyer. Et la personne me dit que c'est la mairie qui perçoit son loyer depuis plus de 15 ans. Donc là, il y a 2 sujets. D'abord, vous êtes certainement l'héritière de votre maman, avec peut-être d'autres frères et sœurs sur ce terrain. Oui, voilà. Voilà, c'est pour ça que vous nous appelez. Et deuxième sujet qui vous interpelle, c'est que finalement, au bout de 15 ans, votre maman, quand elle a cru que la commune avait préempté, donc fait une préemption sur ce terrain, c'était pour construire une route, vous dites. Oui. Et aujourd'hui, finalement, vous vous rendez compte que la route n'est pas construite et que le locataire qui est dessus, il est toujours dessus et il est finalement le locataire de la commune.
Oui, voilà. Et donc, ils ont récupéré les sous 2 fois, 3 fois même le prix du terrain que la mairie a acheté, quoi. Alors, il faut savoir qu'il y a une règle, bien sûr. Hein. Une règle, on ne vient pas comme ça, si vous voulez, ne pas respecter quand même un principe fondamental qui est le droit de la propriété. C'est-à-dire que votre maman, elle a perdu son droit de propriété sur son terrain, puisque la commune a préempté, en général, c'est souvent le cas, un prix qui n'est pas très cher, puisque en général, on préempte pour faire un service public, et auquel cas c'était la route en question, et c'est pour ça qu'elle n'a pas touché grand-chose à l'époque. Oui, voilà. La contrepartie, évidemment, c'est que ce terrain qui est préempté doit, dans un certain délai, servir à l'objet de la préemption, c'est-à-dire être transformé en route. Alors, quand ce n'est pas transformé en route, dans votre cas, en plus, il y a 15 ans, là, il y a un problème. C'est-à-dire que la commune n'a pas respecté l'objet de la préemption, c'est-à-dire préempté pour construire une route. Oui. Voilà, il y a un problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faudra que vous écriviez très certainement à la mairie pour demander les raisons pour lesquelles, parce que vous êtes en droit d'écrire, hein, vous êtes une héritière de votre maman, vous êtes en droit d'écrire et demander pour quelles raisons ce terrain qui avait été préempté il y a 15 ans, pour tel motif, n'a pas fait l'objet de la destination pour laquelle il a été préempté. Et là, il y aura un problème, parce que vous êtes en droit, vous, les héritiers de votre maman, à venir demander donc des comptes et une indemnisation également, parce que, évidemment, ce terrain aurait pu être le vôtre. Donc, l'indemnisation correspond au préjudice subi par vous du fait que la commune n'a pas respecté ses obligations. Mais moi, on dirait que mon frère avait posé la question à un élu. Ils ont dit que normalement, prochainement, dans l'année qui suit, il y aura la route qui sera faite. Mais j'ai dit, ça va être comme avant. Non, madame, je n'ai plus les dates en tête. Il n'y a pas de document. Non, madame, je confirme ce que je viens de vous dire. Je n'ai plus les dates en tête, mais il y a un délai. Je ne sais pas si mon confrère Jean-Jacques Morel se souvient, mais il y a un délai au bout duquel la commune ne peut plus étendre à 15 ans, 20 ans, son obligation. Là, je suis quasi sûre qu'ils sont hors délai. Je crois que c'est un délai de 10 ans. Voilà. Je crois que c'est un délai de 10 ans. Donc il y aura un dépassement plus ou moins de 5 ans. Ensuite de ça, alors elle écrit à la mairie et une fois qu'elle a une réponse ou pas de la mairie, est-ce qu'elle doit attaquer à ce moment-là la mairie? Oui, si vous n'avez pas de réponse ou pas de réponse suffisante, là, il faudrait interroger maintenant un avocat pour faire une procédure devant un tribunal afin de vous faire indemniser de cette perte. Voire récupérer votre terrain. Il y a une possibilité de pouvoir peut-être récupérer votre terrain. Il y a une jurisprudence même de la Cour européenne des droits de l'homme sur une affaire assez connue à La Réunion qui était l'affaire Motet de Narbonne, où les consorts Motet de Narbonne ont pu récupérer... Oui, mais là, comme en fin de compte, le locataire qui était... Oui, mais peu importe le locataire, madame. C'est pas ça qui est... Elle est toujours dessus, elle veut toujours. Oui, mais c'est pas tellement important le locataire. Ce qui est important, c'est de pouvoir soit récupérer votre terrain. Hein, il y a un droit de rétrocession qui existe, hein, et qui a été imposé par la jurisprudence, c'est-à-dire par les tribunaux, si vous voulez. Soit vous faire indemniser du terrain, mais ce qui est intéressant, à sa valeur d'aujourd'hui. Parce que le terrain, forcément, il y a 15 ans, il ne valait peut-être pas forcément beaucoup. Ouais, maintenant. Mais ce que vaut aujourd'hui la terre, c'était multiplié selon les secteurs par 3, 4, 5 ou 10, et donc fait indemniser à la valeur d'aujourd'hui. D'accord. Donc vous avez vraiment, oui, au moins 2 solutions possibles. Et surtout, on est bien d'accord d'envoyer une lettre à la mairie avec accusé de réception, toujours de recommandé, et de garder un double également de ce qu'on a envoyé. Bien entendu, toujours commencer ces démarches qui sont souvent verbales par... bon, on peut bien sûr commencer des démarches verbales, mais à un moment donné, il faut passer aux écrits, au moins un écrit avec recommandé. Donc là, il faut vraiment passer à cet écrit-là, bien que vous ayez eu une réponse verbale d'un élu, ce n'est pas suffisant. D'accord. Donc voilà ce qu'il faut faire, madame. Voilà, madame. Et après, suite à ça, s'il n'y a pas de réponse... Ah, ben s'il n'y a pas de réponse, si la réponse n'est pas claire, vous prenez un avocat et puis vous choisissez quelle est la meilleure solution pour vous, parce que vous avez au moins 2 possibilités de procédure pour ou bien récupérer le terrain à sa valeur d'aujourd'hui, ou bien demander une indemnisation aussi des loyers perdus pendant 15 ans. Il y a plusieurs possibilités. D'accord. Bon, bah, à l'attaque, hein. Merci. À l'attaque. Éventuellement. À l'attaque.
Allez, bonne soirée à vous. Merci de Allez, votre au revoir. appel. Ça, On madame. continue au standard au 02 62 566 566 sur Télé Créole et également en simultané sur Créole FM. Bonsoir, on vous écoute. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je voudrais me renseigner. En fait, je travaille. Et en fait, on est 8 conseillères en séjour, plus une directrice adjointe à avoir accès au COF. Oui. On a tout fait le code du COF. En fait, il s'avère qu'au mois de septembre, on a perdu une enveloppe. Et c'était l'enveloppe que j'avais faite. Et la perte, elle a été aperçue que le mois suivant, au mois d'octobre. Oui. Et j'ai été mise à pied au conservatoire. J'ai eu un entretien préalable. Et par la suite, j'ai été licenciée. Est-ce que c'est normal? Ah. Alors, expliquez-moi bien, madame. Maître On Morel. vous a licencié, on vous reproche d'être on me reproche- d'être à l'origine de la disparition de on me reproche l'enveloppe. pas de vol, on me reproche d'avoir pas respecté la procédure de caisse. Et or, qu'il n'y a aucune procédure de caisse qui a été mise en place depuis D'accord, que donc je on travaille. vous reproche en fait d'être à l'origine, par votre maladresse au minimum, de la disparition de l'enveloppe, c'est ça? Voilà. Bon. Et le souci, c'est qu'on est 9 à avoir accès Et vous au avez COF. été. Donc n'importe qui en fait peut avoir mis la main sur cette enveloppe, ce que vous dites. Voilà. Voilà. Je comprends. Et comme c'était mon enveloppe, c'est moi qui avais fait l'enveloppe. Ouais, je comprends. D'accord. C'est moi. D'accord. Alors, vous avez été licencié, c'est ça? Ah oui, Bon, alors là, moi, ce que je peux vous conseiller, vous aviez beaucoup d'ancienneté dans cette société? 2 ans. 2 ans. Donc moi, je pense que ça vaut le coup de saisir le Conseil des prud'hommes. D'accord. Parce que vous avez été licencié pour une faute que vous contestez avoir commise, en disant cette Ah oui. enveloppe, moi je l'ai mise au coffre normalement, mais ensuite on était 9, vous me dites, plus une personne à posséder la combinaison du coffre-fort, et n'importe Oui. qui a pu donc appréhender cette enveloppe. Donc Ah à oui. partir de là, il faudra contester, si vous voulez, le bien fondé de votre licenciement, hein, et Mhm. pour cela, hein, moi je vous conseille de voir un avocat D'accord. pour saisir le Conseil des prud'hommes. Et si le D'accord. Conseil des prud'hommes vous donne raison, vous serez indemnisé. Alors vous n'avez pas une D'accord. ancienneté qui est très grande, ça ne sera pas des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, mais vous pouvez peut-être obtenir une réparation au moins partielle du préjudice qui vous a été causé, au motif que bon, la faute, il y a quelqu'un qui a commis, peut-être même, qui s'est emparé de cette enveloppe, hein, quelqu'un qui a été malhonnête, mais rien, Oui, oui. absolument rien ne vous désigne. Oui. Et puis Oui, même. parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et puis, Bien sûr. quand on m'a licencié au mois d'octobre, on a perdu encore de l'argent. On a perdu encore des Ah ben, enveloppes. a fortiori, si vous pouvez avoir des témoignages Si, j'ai eu des de témoignages collègues de mes l'entreprise qui disent qu'après le départ de cette dame, il y a eu des enveloppes égarées, ben, ça montrerait que, Vous êtes pas blanche. que la prétendue voleuse, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est sûrement pas vous. Parce qu'en plus de ça, c'est que après pour retrouver un travail, souvent les employeurs c'est vrai. téléphonent aux anciens employeurs. Alors à savoir, Oui, voilà. et ça c'est. Moi, je trouve que votre dossier, a priori, vous devriez avoir raison, parce qu'il n'y a pas de preuve de la faute. Non, il n'y voyez a pas de preuve, il n'y a aucune preuve. Ben, bien sûr. Parce qu'ils auraient Voilà. dû porter plainte quand même aussi, la direction. Non, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas porté plainte, ils n'ont rien fait. Alors, porter plainte, oui, mais ça ne réglait pas forcément leur problème, parce qu'une plainte contre X pour vol, on ne sait pas qui c'est, Bah, enquête. avec 10 personnes qui ont accès au coffre-fort, alors même si on entend les 10 personnes, les 10 vont bien sûr dire c'est pas moi, voire c'est l'autre. Ouais, C'est bon. compliqué, hein. D'accord. C'est pas... Mais enfin, Donc bon. voilà, saisir Voilà le la conseil réponse. des prud'hommes. Voilà. D'accord, ok. Voilà madame. Voilà. Merci beaucoup. Mais Très bonsoir, bonne soirée. madame. Merci. Ah oui, Au revoir. au revoir. Ça s'appelle de l'injustice au final un petit Oui, peu. c'est tout à fait ça. Virer quelqu'un comme ça sans vraiment avoir de preuves concrètes. Non, et moi je crois qu'il y a aussi derrière un problème de procédure au sein de l'entreprise. Hein. Oui. Ah, bah oui. Ils n'ont pas été jusqu'au bout des Non, investigations quoi. Là. Non, il y a un Ils problème ont- de procédure. C'est-à-dire que quand on dit vous n'avez pas respecté les consignes, ben, d'abord il n'y a pas de consignes. Là, il faudrait que l'entreprise mette en place des vraies consignes. Eh ouais. Voilà. Complètement. Et ça continue en plus. On continue au standard. En tout cas, bon courage, madame. On continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça, madame. Monsieur, un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. M'avait fait une demande conseil général, hein? Oui, pour son général. Je réponds.
Écoute, là, monsieur. Oui, on vous écoute, on est tout oui. Le conseil général accepte à moi pour couvrir mon cas. Alors, monsieur, la couvert mon cas, j'ai envoyé 2 personnes couvert mon cas. Il coule pareil panier percé. Le monsieur, là, prend 2-3 marmailles dans le chemin, là, va couvrir la case, il prend le chemin, il est parti. Et puis, nous, les dans l'eau, mon mari, il a 80 ans, et moi, j'en ai 77 ans. Et bien, voilà mon résultat. M'a fait écrire Madame Dinda. Moi, jusqu'à là, pas vraiment ma réponse, s'il vous plaît. Qui va répondre à cette question? Madame, je peux peut-être vous répondre, parce qu'il se trouve que je suis moi-même élu au département. C'est tout à fait scandaleux ce qui vous arrive, parce que le Conseil général, il affecte de l'argent public, pour payer donc un artisan qui a été sélectionné pour vous aider, parce que manifestement, vous êtes pas riche et vous êtes dans des difficultés. Et les travaux n'ont servi à rien, donc vous avez eu affaire, et le Conseil général a eu affaire à un artisan incompétent qui a mal fait son travail. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, votre dossier avait été fait auprès de qui? Comment? Le dossier. Où ça vous l'a fait le dossier? Le dossier si Madame Sanni m'avait téléphoné. Alors, où ça va voir la madame là? Il prend des photos. Comment? Prends des photos. Il fait le photo de la maison toute. Voilà, prends des photos, allez voir la madame que la aide à moi montre le dossier au Conseil général, dit madame, vous êtes bien gentil d'avoir voulu aider à moi, mais regarde aujourd'hui le travail. L'artisan l'a fait n'importe quoi et il coule comme panier percé, comme on dit si bien. Et donc en ce moment, c'est la saison des pluies. Mon mari, les vieux, nous l'a embêté. Oui. Donc, et si le Conseil général donc voit ça, il va immédiatement faire une réclamation à l'artisan pour qu'il revienne terminer, achever son travail, voire refaire. J'en vais plus venir. Non, mais d'accord, mais... La diamant dit mon mari comme ça. Monte en l'air, casse tout le plafond, toutes les mais madame, Malapadiaou appelle l'artisan, reviens. Si c'est vous qui demande, il ne viendra plus. Mon mari, il est vieux, va tomber dans l'air, la diamant comme ça, sinon ça, il rien pour moi. Mais il comprend, sauf que si c'est le Conseil général qui dit il revient, il dit monsieur, s'il ne revient pas, il barre à haut de la liste des artisans agréés, où il n'aura plus jamais de travail, vous verrez s'il ne revient pas. Monsieur, mais peut envoyer mon lettre, s'il vous plaît? Mais, madame, vous avez vu une personne qui s'est occupée de vous. Retournez voir cette personne-là. Mais il ne parle pas à l'artisan, moi. La diamant comme ça n'a rien à faire. Vous avez vu la dame au Conseil général? Oui. Eh bien, voyez votre élu. Vous êtes sur quelle ville? La diamant n'a rien à faire, madame. Sur quelle commune où habite? Madame, sur quelle commune où habite? Sur quelle commune où reste? Saint-Benoît. Bon, Saint-Benoît. Donc, voir le Conseil général à Saint-Benoît. M'a fait une partie 3 fois, monsieur. Vous avez vu qui? La diamant est comme ça? Non, qui ça vous l'a vu? À Saint-Benoît. M'a dit le madame travailler, dans mais m'a pas dit voir le travailleur, m'a dit voir l'élu. Voir l'élu du Conseil général de Saint-Benoît. Je crois savoir que c'est madame Sabrina Ramin. Demandez un rendez-vous à l'élu, pas au travailleur, à l'élu. C'est-à-dire au Conseil général lui-même. Je crois que c'est madame Sabrina Ramin qui est élue. Si vous voulez, votre conseillère départementale. D'accord. Sabrina Ramin. Voilà. Donc vous appelez le département, vous demandez un rendez-vous à madame Sabrina Ramin, et madame Ramin, vous l'expliquez, elle va faire remonter au service pour expliquer que l'artisan fait n'importe quoi, et s'il ne revient pas réparer, le Conseil général va amener un autre artisan sur votre toit, en tout cas lui, on va le barrer. Ben oui, puis en plus parce que c'est pas normal qu'on vous êtes en difficulté, et qu'on fasse un travail complètement, je dirais, bâclé comme ça, et que vous retrouvez sous l'eau. Pardon? C'est M. Ramdial, c'est lui qui est responsable. Non, mais madame, il ne connaît pas moi qui est responsable. Moi, je me dis, voir l'élu. Si jamais on n'a pas de réponse auprès des services, voyez l'élu, qui est madame Sabrina Ramin. Ce n'est pas de sa faute, bien sûr, elle, mais je veux dire, elle va faire suivre. Elle va faire suivre au service pour qu'on tire les oreilles de cet artisan incompétent. D'accord. Voilà, madame. Voilà, madame. D'accord, merci, monsieur. Mais de rien. Et merci de votre fidélité, merci d'avoir téléphoné. Merci beaucoup. En plus de ça, souvent, les gens, quand ils travaillent au Conseil général et sont les artisans, ils ont une assurance, ils ont un décennal, ils sont assurés, ils sont agréés. Oui. Donc là, manifestement, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas un bon professionnel. Un gougnafier.
Et il est souhaitable qu'on le raye des artisans agréés, sauf s'il répare son Bien erreur. sûr, Parce voilà. qu'une erreur, ça Après, peut arriver, arriver. mais il remet en état. Très bien. Bon, bah écoutez, merci pour cette précision. Et puis, madame, bah écoutez, n'hésitez pas, conseil général. On continue au standard 02 62 566 566. Je le connais pas, car ce numéro de téléphone. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, je vous appelle pour avoir une information au sujet de la situation suivante. Bon, voilà, à savoir que j'ai un parent qui habite sur un terrain et en fait, il n'a pas d'acte notarié. Il paye ses impôts locaux, fonciers. Et bon, aujourd'hui, il a plus de 70 ans et il ne paye plus de taxes. Et en fait, je dois habiter chez lui à partir de cette année, quoi, en fait. Et pour lui, c'est un bien qu'il a eu de ses parents, sans acte notarié. Je voulais savoir si on peut habiter avec lui et que si il y a d'autres personnes qui vont réclamer pour habiter avec lui, quoi que ce soit, ou le terrain par la suite. Oui, comme il n'y a pas d'acte notarié, donc tout le monde, oui. Oui, bonsoir Maître monsieur. Dumassim. Bonsoir monsieur. Donc vous savez déjà que pour habiter chez votre parent, il n'y a aucun problème. Qu'il ait un titre de propriété ou pas, vous pouvez bien sûr habiter chez lui. En revanche, il y a une question quand même à régler. Pour ce monsieur, c'est savoir s'il est propriétaire ou non de ce terrain, parce que a priori, vous a dit qu'il aurait hérité de ce terrain de ses parents. Tout à fait. Alors, déjà, il faudrait peut-être faire des démarches au niveau de la conservation des hypothèques. Ça, vous pouvez y aller vous-même, par exemple pour lui. Et si vous connaissez la date... ah aussi, vous avez dit une chose importante, que ce parent paye la taxe foncière. Il payait auparavant, mais maintenant il est... C'est pas grave. Donc, Il a payé pendant plusieurs années la taxe foncière. tout à fait, oui. Et il habite sur ce terrain depuis longtemps. Depuis 1960 au moins. Très bien. Alors donc, moi je vois deux éléments qui sont quand même positifs et qui tendent à faire accréditer la thèse que votre parent serait le propriétaire de ce terrain. C'est-à-dire qu'il a un comportement depuis 1960, comme si effectivement il aurait hérité de ce terrain, il habite dessus. Il paye la taxe foncière et je pense qu'il faudra peut-être faire une vérification à la conservation des hypothèques en emmenant la taxe foncière, demandant à qui appartient ce terrain au niveau de la conservation des hypothèques. Peut-être que le terrain, si vous voulez, il est encore au nom des parents. Mais si jamais c'est lui le seul héritier, il n'a pas d'autres frères et sœurs, moi ça je ne sais pas, vous n'avez pas dit, eh bien il va... Pour lui, il avait des frères et sœurs, mais qui sont tous décédés. Donc maintenant, il a des neveux et des nièces qui parfois lui réclament, on va dire. Bon, là, ça devient un petit peu plus compliqué, au sens où, si vous voulez, peut-être qu'il a reçu ce terrain de ses parents, mais peut-être que ça s'est fait avec comme ça, verbalement. Ça, on ne sait pas. Donc, il faut commencer à vérifier au niveau de la conservation des hypothèques, avec le numéro de cadastre qui figure sur la taxe foncière. Allez voir à qui appartient ce terrain au niveau de la conservation des hypothèques. Vous donnez le numéro cadastre, c'est un numéro avec chiffres et lettres. Vous allez voir là-bas. Vous allez vérifier si c'est le nom de votre parent ou sinon le nom de ses parents à lui. Donc, il faut commencer par là. D'accord. Alors, peut-être il y aura une belle surprise. Peut-être que les parents ont vraiment donné à ce fils, auquel cas il y a peut-être un acte de donation qui a été publié donc, sur la fiche d'immeuble de ce terrain. Ou, s'il n'y a pas ça, eh bien, là, écoutez, c'est peut-être une donation qui a été faite verbalement. Et auquel cas, s'il n'y a pas d'autre terrain, votre parent risque d'être héritier de ce terrain avec ses autres neveux et nièces. Donc, il risque d'y avoir pas une exclusivité sur ce terrain. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire alors Ah ben là, s'il y a un terrain avec tous ses héritiers, monsieur, il y a un problème de succession à partager. Ouais, voilà. C'est ce que je crains par la suite. Mais commencez déjà par les recherches élémentaires. D'accord. Et là, il faut aller aux impôts? Oui, conservation des hypothèques. D'accord. Voilà.
Bien, je vous remercie. Bon courage. Voilà, merci. Conservation, au revoir. Conservation des hypothèques directement, bien sûr, aux impôts. Merci, Maître Limossim. On continue au standard. Il nous reste encore quelques petites minutes. Bonsoir, c'est le dernier appel. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous appelle là parce que j'ai mon fils qui est décédé il y a 4 ans et mon petit-fils qui habite chez moi à La Réunion depuis 2 ans et demi. Et son père il s'est suicidé suite à un problème. Et le pro-BTP, il a travaillé dans le bâtiment. Il a droit à une indemnité du pro-BTP, une indemnité de prévoyance. Et on a fait tout le dossier complet parce que son ex-concubine avec qui il était séparé n'a rien fait comme démarche. Moi, avec mon petit-fils, on a fait les démarches et pro-BTP nous écrit il manque quelques papiers de la mère, c'est-à-dire pour elle personnellement. Il lui manque les impôts sur le revenu, ses dates de naissance et son RIB. Et ça fait plus d'1 an et demi qu'elle ne peut pas donner ce dossier. Et pour BTP, il me dit, tant que la personne ne n'envoie pas ce papier, mon petit-fils ne peut pas prétendre avoir une indemnité. Est-ce que c'est normal? Puisque tout le dossier est complet, il ne manque que la part de sa mère. Voilà, mais est-ce que c'est normal? À l'évidence, non. Mais je crois que la vraie question est de savoir comment récupérer ces documents manquants. Alors oui, mais comme elle... non, mais c'est papier elle personnel, c'est ses dates de naissance, son RIB auquel non, mais sa date de naissance, vous n'avez pas un moyen de contourner la difficulté et de la récupérer autrement? Ben, comment voulez-vous, puisque son RIB, on ne peut pas l'avoir non plus. Oui, non, mais le RIB, c'est sûr. Mais bon, la date de naissance, on aurait pu penser que vous pouvez éventuellement l'obtenir. Alors moi, je pense que déjà, il faut écrire à cette... c'est une sorte de mutuelle qui couvre les risques pro-BTP, oui, c'est ça? Donc écrivez à cette mutuelle pour protéger les délais en disant, voilà, on est en train de récupérer les documents. D'accord? Le dossier est complet de la... Oui, j'ai bien compris, madame. Oui, madame, on a bien compris. J'ai bien compris, madame. Mais le dossier n'est pas complet puisqu'il vous manque quelques pièces. Donc écrivez à pro-BTP pour leur dire voilà la difficulté. On a déjà écrit. Voilà. Alors ça c'est la première chose. Donc on n'a pas ces papiers-là. J'ai bien compris, madame. Maintenant, distribuer du moins de donner aux 2 enfants et à elle-même le montant. J'ai bien compris, madame. Maintenant la question qui se pose, c'est de savoir comment vous allez récupérer ces pièces. Donc là, il faut s'adresser à la justice, d'accord? Parce que seule la justice peut contraindre cette dame a donné ses pièces finalement anodines, un relevé d'identité bancaire, une date de naissance, un avis d'imposition. Donc seule la justice. Donc comme cet enfant, il est orphelin puisqu'il n'a plus de parents. Il est orphelin, mais j'imagine. Attendez. J'imagine que la garde de cet enfant vous a été confiée par un juge. Non, la garde n'a pas été confiée, monsieur, parce que quand moi je l'ai récupéré, il était majeur. Ah, d'accord. Mais comme il habite chez moi, donc je m'occupe de lui et je fais ça parce que... D'accord, moi je pensais que l'enfant était mineur et que vous aviez la tutelle de l'enfant. D'accord. Voilà. Il était un petit peu perturbé au début et puis à force, d'accord. on a pu récupérer. Moi j'ai pu lui parler, lui demander de faire le nécessaire. Donc tous les deux on a fait, mais voilà. D'accord, donc alors si l'enfant est majeur, moi ce que je vous conseille, d'abord, il faut que ça soit lui qui entreprenne... Mais il a une sœur mineure par contre. Pardon? Il a une sœur mineure. Alors, si elle a une sœur mineure, qui c'est qui vous l'a confiée? C'est avec sa mère. Mais sa mère a coupé le pont avec lui depuis le décès de son père. Non, votre situation est très compliquée, madame. Donc moi je vous conseille d'aller voir un avocat qui dans un premier temps va faire ce qui s'appelle une lettre d'avocat. En recommandant, il va calculer de réception à cette dame pour la mettre en demeure de fournir cette pièce. Enfin, ces différentes pièces qui manquent. En France, et mon petit-fils habite La Réunion. Non, mais d'accord, mais peu importe. Vous pouvez voir un avocat ici. Une lettre d'avocat, la poste, elle fait voyager les lettres. Hein. Donc même si la lettre doit prendre l'avion, ça va se passer normalement. Bon. Après, il est vrai que si ça n'aboutit pas, vous allez devoir... faut pas me faire rire. Excusez-moi. Parce que c'est pas... Non, c'est pas drôle. Non, mais voilà. Vous allez devoir saisir un avocat et là, par contre, je crains que effectivement, ça doit se faire en métropole, à l'endroit où habite cette personne.
Dans un premier temps, faites une lettre d'avocat parce que... L'adresse initiale. Pardon? Elle a changé de département. Ouh là là, mais si au fur et à mesure Oui, vous me déroulez des difficultés, c'est une sorte de... C'est un labyrinthe, on n'en sortira Encore pas. plus, il faut voir un avocat. Alors, je vais vous dire, si vous avez pas l'adresse de la dame? ProBTP m'avait donné une adresse, mais nous, on l'a jamais écrit. Hein. Non, mais l'adresse que vous a donnée ProBTP, elle est exacte ou pas? J'en sais rien, monsieur. Madame, écoutez, il faut tenter le coup. J'ai envoyé un courrier à ma petite fille pour son anniversaire. J'ai pas Non. eu de réponse. Alors, est-ce que vous avez déjà, madame, est-ce que vous avez déjà envoyé, vous, sans parler d'avocat, une lettre en recommandé à cette personne? Non, pas du tout. Faites-le. Déjà, vous verrez si la lettre, elle revient NPAI, comme on dit, n'habite pas à l'adresse indiquée ou pas. Si la lettre est reçue, ça veut dire que l'adresse est bonne, et à ce moment-là, vous voyez un avocat qui fasse une lettre d'avocat. Oui. Et Voilà, madame. Est-ce que je dois payer pour l'avocat, monsieur? Je pose tout de suite la Alors, question. madame, il y a des... Si vous avez les moyens, vous voyez un avocat que vous choisissez en ville, vous payerez, ça s'appelle une consultation, éventuellement avec une lettre, ça ne va pas arriver à des sommes incroyables. Si vous êtes démunis... Non, parce que moi, je suis à la retraite. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, j'y venais. Si vous êtes démunis, l'ordre des avocats, en tout cas à Saint-Denis, ça se passe comme ça, vous renseignez, il y a des consultations gratuites qui sont données par des jeunes avocats qui sont très dévoués, très compétents. Donc vous vous renseignez à l'ordre des avocats. D'accord? Bon, il faut que je m'adresse à l'ordre des avocats. Exactement. Mais Voilà, d'abord, madame. faites votre recommandé. Oui, d'accord. Le recommander d'abord. Voilà. Merci beaucoup de votre appel, madame. Merci. Voilà, bonsoir, Merci, madame. très très bonne soirée. Eh bien écoutez, merci d'avoir été présent, maître Limossim, maître Jean-Jacques Morel. Merci également aux téléspectateurs et aux auditeurs de Créole FM. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec Johanna. Pour ma part, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission 0/20. Sur ce, bonne soirée.